Une nuit, réveillé par un concert extraordinaire de chouettes, sous une lune rouge comme un œil crevé, il jugea le moment favorable à une cérémonie magique. Ayant écrit sur un morceau de papier le nom de Manon, il le plaça au milieu de la table et l'entoura de ses reliques. Un petit bout de ruban vert, la pelote de cheveux blonds, un bouton de nacre, 3 noyaux d'olive. Puis il déterra sa précieuse marmite et cerna le tout d'un rond épais de pièces d'or, comme pour emprisonner Manon dans sa richesse. Puis, afin de renforcer ce charme, il fit cette fois le tour de la table, les mains jointes, en invoquant la Sainte Vierge, qui fut sans doute bien surprise par ces appels incongrus. Lorsque les chouettes se turent, il remit son or dans la marmite, puis, au milieu des pièces glissantes, il enfuit la précieuse pelote de cheveux dorés, retendit le double fil de fer sur le couvercle et replaça le tout sous la pierre de l'âtre. Il espérait que l'or, dont les pouvoirs magiques sont bien connus, agirait puissamment sur les cheveux captifs qui enverraient des messages à la chevelure de la bien-aimée. Alors, ça lui ferait pousser des idées dans la cervelle, surtout pendant qu'elle dormirait, et finalement, un beau matin, en ouvrant la porte, il la trouverait assise sur la marche. Il prit ensuite le ruban, le regarda, le caressa, le baisa, puis se leva soudain pour ouvrir le tiroir du petit bahut. Il y trouva du fil et une aiguille qu'il ne fut pas facile d'enfiler. Alors il ôta sa chemise et s'installa torse nu sur une chaise, tout près de la lampe, et commença à coudre le ruban vert sur son sein gauche. L'aiguille était épaisse et le sang jaillit en gouttelettes. Les dents serrées, il tira le double fil rugueux qui sciait sa chair. 4 fois il planta l'aiguille et tira le fil. La 5e, il ne perça que le ruban et fit un nœud de couturière. Enfin, visage blême, trempé de sueur et de larmes, il alla prendre au mur le morceau du miroir et regarda le morceau de ruban vert qui pendait sur sa toison rousse. Comme ça, dit-il, il sera toujours sur mon cœur. Puis il but un grand verre de vin, et alla s'étendre sur la paillasse, une main crispée sur son cœur brûlant, c'est-à-dire que le pauvre gueulin des Soubérans était en train de devenir fou et qu'il maigrissait à vue d'œil. Un après-midi, au fond du vallon des Refesquières, Manon, assise dans l'herbe, regardait la carapace d'un petit monstre préhistorique qui avait planté ses griffes dans la tige d'une carotte sauvage. Le gros insecte resta parfaitement immobile, mais il se passait quelque chose à l'intérieur, car soudain son dos se fendit sur presque toute sa longueur, et une bête d'un vert tendre travailla longuement à s'extraire de cette prison. Elle était enveloppée d'ailes humides et fripées, et elle grimpa lentement et maladroitement jusqu'au bout de la tige, où elle resta immobile sous le brûlant soleil de juillet. C'était une cigale. Son corps brunissait à vue d'œil, et ses ailes se dépliaient et devenaient transparentes et rigides, comme du mica nervuré d'or. Manon attendait le premier vol de la bestiole, lorsqu'elle vit au loin 2 chasseurs qui descendaient le vallon. Le fusil à la bretelle, ils suivaient le flanc de coteau, un sentier à peine visible, mais ils le quittèrent tout à coup et disparaissèrent dans un épais fourré qui longeait le pied de la barre. Elle entendit le bruit d'une détonation, mais rien ne troubla le silence, pas même le léger craquement des pierres sur leur espadrille. Elle fut un peu inquiète. Dans ce fourré, elle avait tendu 4 précieux pièges à lapins. Ces chasseurs venaient peut-être désombrer, et avec ces gens-là, on ne sait jamais. Elle abandonna la cigale, fit asseoir le chien, et prit un détour sur le plateau à travers un térébinthe horizontal qui s'élançait dans le vide. Elle vit les 2 hommes assis sous une lieuse. Ils cassaient la croûte de grand appétit. Elle reconnut Pamphile, le menuisier qui avait fait le cercueil de son père. Elle ne connaissait pas l'autre, qui était très petit, avec une grosse tête. C'était Cabridan. Tout en détachant la peau d'une tranche de saucisson, le menuisier disait « Moi, les pièges des autres, je n'y touche jamais. C'est sacré, surtout ceux-là, parce que ce sont ceux de la fille du bossu. Hier soir, j'étais caché là-haut pour la coucher des grives. Je l'ai vue tendre les pièges. Elle n'a plus que ça pour vivre,
Ça serait criminel de lui prendre ses pièges, après ce que nous lui avons fait. Il continua. La source? Tu ne la connaissais pas, toi, la source des Romarins? Tu ne savais pas qu'elle existait depuis 50 ans? Et tu sais bien que c'est Ugolin qui l'a bouchée, avant l'arrivée du bossu. Je le sais et je le sais pas, dit Cabridan. Moi, en tout cas, j'y suis pour rien, et puis le papet nous avait dit qu'elle était perdue depuis longtemps. Perdue? Ricana le menuisier. Pas perdue pour les Soubérans. Ils ont vite fait de la sortir quand ils ont pu mettre la main sur la ferme. Manon écoutait, glacée, ces paroles que son esprit enregistrait, mais qui ne touchaient pas encore son cœur. Et elle en doutait leur sens, mais déjà des frissons couraient dans son dos, elle respirait plus vite. Le menuisier reprit. « Ça te fait rien à toi, de voir ces malheureux se crever pour rien? » En tout cas, dit Cabridan, moi, ça ne m'a jamais fait rigoler comme les autres. Moi, quand ils en parlaient, je m'en allais parce que je préférais mieux ne pas y penser. Tu sais que je suis brave et honnête, mais le courage, je n'en ai pas de reste. Et puis, il faut dire qu'il y a 5 ans, j'avais emprunté 200 francs au papet. Alors tu comprends, j'allais pas me mettre en travers des affaires des Soubérans pour une histoire que je n'étais pas bien sûr et qui ne me regardait pas. Les Soubérans, dit Pamphile, c'est des salauds. Et le vieux t'a prêté de l'argent pour que tu ne parles pas de la source. Ah, c'était bien calculé. Cabridan attaqua timidement. Et toi, pourquoi tu n'en as rien dit? Le menuisier reprit. Moi, c'est à cause d'Amélie. Un jour, j'ai vu le bossu de loin qui cherchait de l'eau avec la baguette. J'ai cru qu'il allait la trouver et ça m'aurait fait bien plaisir, mais basta. Je n'y connaissais rien. Il est passé plusieurs fois à 20 mètres. Et le lendemain, je l'ai vu creuser au mauvais endroit. Ça m'a tracassé toute la nuit. Parce que cet homme soit obligé de marcher pieds nus, avec sa jarre sur la bosse, et qu'il avait sous les pieds la plus belle source du pays. Alors le matin, j'ai dit à Amélie, nous sommes tous des criminels et ça ne peut pas durer comme ça. Moi, je vais lui dire. Oh malheur. Elle m'a fait une scène terrible. Que j'allais perdre le pain de mes enfants, que c'était honteux de s'occuper des affaires des autres, que les bossus, ça porte malheur, que celui-là était des Crespins, Patin Couffin. Elle finit par me poursuivre jusque dans mon atelier, et elle continue à me faire sa litanie. Enfin, je lui promis de ne rien dire. On entendit caqueter une perdrix qui rassemblait sa famille. Avec 1000 précautions, ils se levèrent, prirent des fusils, se séparèrent et disparurent dans les genêts. Manon, glacée d'horreur, partit au hasard dans la pinède. Elle marcha longtemps. Le troupeau rassemblé et dirigé par le chien Bicou la suivait à quelque distance. Lentement, la douleur prenait des forces et serrait sa poitrine. Ainsi, la longue peine de son père, ses efforts héroïques de 3 années, devenaient presque ridicules. Ce n'était pas contre les forces aveugles de la nature ou de la cruauté du destin qu'il s'était longuement battu, mais contre la ruse et l'hypocrisie des paysans stupides, soutenus par le silence d'une coalition de misérables, dont l'âme était aussi grasseuse que leurs pieds. Ce n'était plus un héros vaincu, mais la pitoyable victime d'une monstrueuse farce, un infirme qui avait usé ses forces pour l'amusement de tout un village. Elle marchait dans les lavandes, la laine courte, les dents cirées, les joues en feu, et l'esprit désert comme la garrigue. Sans l'avoir voulu et comme conduite par ses jambes, elle se trouva tout à coup devant le sorbier. Alors, en criant comme une bête blessée, elle courut à lui, le serra dans ses bras, frotta sa joue égratignée contre la dure écorce, et elle put enfin pleurer. Le soleil descendit derrière la tête rouge, la brise du soir montait vers les sommets, une perdrix appelait sur la barre, ses chèvres broutaient autour d'elle, son chien debout lui léchait les mains. Elle revoyait les jours heureux de leur misère, la mèche noire sur le front pâle, les beaux yeux qui riaient toujours, les grandes mains, les joues piquantes. Non, il n'avait pas été vaincu. C'était sa gloire de ne pas avoir compris la férocité de ces insectes.
Cette âme noire d'Hugolin l'avait éclairé de sa propre lumière, et il n'avait pu deviner une hypocrisie qu'il ne pouvait pas concevoir. Mais elle-même, son instinct l'avait averti. Elle l'avait toujours su que cet homme était l'ennemi. Elle revit avec horreur ses attitudes amicales, les trop nombreux petits cadeaux, l'aide inutile qu'il offrait sans cesse. Et pendant qu'elle parlait et qu'il déplorait la sécheresse, la source était là dans sa tête. L'eau brillante coulait sous ses frisettes rousses. Cette brute, assise devant un verre de vin blanc, n'aurait eu qu'à dire 3 mots pour faire un miracle. Maintenant, enrichi par son crime, il avait eu l'audace de lui crier son amour et de lui proposer de le servir. Son chagrin fit place à une rage sourde et profonde. Il serra ses poings. Non, le misérable ne profiterait pas de son ignoble réussite. Elle prit sa course vers les Romarins. Elle ne savait pas ce qu'elle allait faire. En tout cas, revoir les lieux du crime et préparer sa vengeance. Elle traversa le vallon du Plantier et s'engagea sous l'épaisse pinède qui frémissait à la brise du soir. Elle se glissa sous un hallier et ne reconnut pas le champ, qui lui parut immense à cause du massacre des oliviers. Mais la vue de la chère maison, sous les 3 grands pins des chouettes qui étendaient leurs branches sur le toit, fit monter ses larmes. Hugolin sortait de la remise, harnaché d'une sulfateuse, et commença une lente promenade le long des rangées de boutures vertes. Lorsque Hugolin fut au bout du champ, elle rampa de nouveau sur la broussaille et regagna la crête sans le moindre bruit. Le soir tombait. À Panan, elle suivait ses chèvres sur le chemin du bercail, mais elle s'arrêta pour baigner l'eau d'eau froide, ses yeux rougis par les larmes. Car elle avait décidé de ne pas révéler l'affreuse vérité à sa mère ni à Baptistine. Elle craignait d'amoindrir le prestige de la mémoire de son père. Et d'autre part, elle préférait agir seule. Elle s'efforça donc de contenir sa douleur et sa colère. Elle se plaignit d'une migraine et alla se coucher. Elle revit les hautes broussailles sur le coteau, l'herbe sèche, buissonnante, le cercle fermé des pinèdes, les 4 grands oliviers devant la maison, les larges branches résineuses étalées sur le toit, qu'elle caressait les jours de Mistral. Elle dirait un soir se cacher là-bas. Elle rentrerait du village, elle attendrait qu'il lui soufflait la lampe. Aux 4 coins, elle préparerait de petites meules d'herbes sèches, et vers 1 heure du matin, au plus profond du sommeil, elle y mettrait le feu. Alors, la danse rouge courait sous la broussaille, puis les genêts et les cadres flamberaient, puis les grands pins se tordraient les bras dans la fumée et s'enflammeraient d'un seul coup, comme des torches. Le scorpion, entouré de braises, aurait le temps de se voir mourir. Quand les gens du village viendraient, ce serait trop tard, et ce n'est que le lendemain que les pompiers désembrés trouveraient dans les ruines de la ferme effondrée, ou peut-être étendue près de la source, le corps noir et tordu comme une vieille souche d'olivier. Un peu apaisée par cette vision, elle s'endormit au lever du jour. Le soir, elle se dirigea vers les Romarins. Les fenêtres étaient noires. Elle attendit à peine quelques minutes, puis le bruit des souliers ferrés sur les pierres, un pas traînant qui s'arrêtait de temps à autre s'approchait, et une ombre traversa la plantation, lentement, la tête baissée et les mains dans les poches. Elle entendit la clé grincer dans la serrure, puis la chère plainte des gonds. Une lueur jaune illumina faiblement les vitres sales. Au bout d'un moment, la fenêtre s'ouvrit, puis les volets de bois claquèrent, et l'espagnolonnette grogna comme au soir des temps heureux. Alors elle se leva et prépara les petites meules d'herbes sèches d'où jaillirait la première flamme. Mais pendant qu'elle mettait en place la seconde, la lune se voila, puis disparut. Elle leva la tête. Une épaisse nuée qui montait de la mer étouffait les étoiles l'une après l'autre. 5 minutes plus tard, un lointain tonnerre roula longuement et une large goutte d'eau frappa son front. Des larmes de rage montèrent à ses yeux. La pluie, qui avait si longuement trahi son père,
venait au secours de l'assassin. Elle dispersa le tas d'herbes et prit sa course dans la nuit, sous l'orage. Dans son lit, elle reprit courage. Cette pluie soudaine, c'était peut-être une grande chance pour elle. Elle s'était trop pressée. Elle n'avait pas pensé qu'il valait mieux attendre un jour de Mistral. Au moment du grand incendie de Pichoris, où 2 pompiers avaient péri, cernés par les flammes, son père lui avait dit « Quand il n'y a pas de vent, les pins brûlent presque sur place, et le feu ne progresse qu'en montant vers les coteaux. Mais quand souffle le Mistral, l'incendie court de tous côtés, aussi vite qu'un cheval au galop. Il était plus sage d'attendre les grands chevaux rouges du vent, et les longues flammes horizontales qui lancent des pignes résineuses comme des gerbes de comètes. Il plut pendant de longues journées, une pluie bienfaisante qui eût sauvé son père et qui pénétrait profondément dans le sol. Manon, nerveuse, ne mangeait presque plus, ne dormait guère et se réveillait entourée de flammes. Elle estima qu'il faudrait 3 jours de soleil ou 2 ou 3 jours de vent pour sécher les pinèdes. On était au début du mois d'août, rien n'était perdu. Il ne fallait qu'un peu de patience. Après des journées de pluie consacrées à la récolte des escargots, le soleil reparut et les collines fumantes verdoyèrent. Elle repartit avec ses bêtes le long des refresquillères où les creux de la roche brillaient comme des miroirs. Au pied de la barre, sous les térébinthes, elle tendait ses pièges sous l'œil attentif de son chien, lorsqu'il dressa les oreilles et partit comme un trait. Un tout jeune chevreau, un petit mâle hasardeux, s'était éloigné du troupeau et bondissait de roche en roche dans les éboulis en haut du coteau sous la barre. Elle ne s'en inquiéta guère, sûre que Picou allait le ramener par d'habiles manœuvres tournantes et les menaces aboyées par une férocité simulée. Mais le tout petit bouc disparut soudain dans un fourré au pied de la barre. Picou l'y suivit, puis Manon entendit des aboiements assourdis, suivis de gémissements qui exprimaient une véritable consternation. Elle s'élança aussitôt, traversa le fourré à son tour, et se trouva devant l'étroite ouverture d'une crevasse d'où sortaient les cris désolés de son chien. Elle s'y glissa à son tour à 4 pattes. Au fond de l'étroit couloir, Bicou grattait le sol avec rage pour agrandir un trou par lequel il n'avait pu passer. Quand elle eut arraché la terre et la mousse, ses griffes grincèrent sur la roche. Manon saisit sa queue à 2 mains, le tira en arrière et plongea sa tête dans l'ouverture, dont l'étroitesse arrêta ses épaules. Elle entendit des chevrottements désespérés, amplifiés et prolongés par l'écho d'une voûte. Elle pensa « Une grotte ?» Alors elle appela la petite bête perdue dans la nuit « Bili bili, bili bili !» De longs échos lui répondirent, puis des bêlements qui lui semblèrent plus lointains. Elle recula pour laisser passer la lumière, examina les bords de l'orifice. Ce n'était pas de la roche vive, mais une pierre blanchâtre, lisse, presque opaline, que la pointe de son couteau raya. Elle laissa le troupeau sous la garde du chien et courut au plantier. Sa mère et Baptistine étaient enzombrées, mais elle trouva des pommes de terre sous la cendre, un civet de lapin qui mitonnait au coin du feu et un panier de figues. Elle déjeuna vite, tout excitée par sa trouvaille, une grotte qu'elle ne connaissait pas et où personne, peut-être, n'était jamais entré. Il y avait sans doute des galeries qui allaient jusqu'aux bastides et des salles étincelantes de cristal de roche, comme on en voit dans les livres de géologie. Elle repartit en apportant une petite barre à mine et dans sa musette un marteau de maçon, 3 bougies, des allumettes et une pelote de ficelle dont elle comptait attacher un bout à l'entrée pour retrouver son chemin dans les galeries. Elle vit aussitôt que le chevreau vagabond avait rejoint le troupeau, mais que le fidèle gardien n'était pas à son poste. Elle s'approcha de l'ouverture et appela. Une meute de chiens lui répondit. En son absence, Bicou avait réussi à franchir l'entrée, mais n'avait pas réussi à en sortir. Elle se mit à l'ouvrage. Ce ne fut pas un travail facile, car elle n'avait pas la place nécessaire à la course ronde du marteau. Par bonheur, le dépôt de calcaire n'adhérait pas fortement à la roche, et elle put en détacher quelques strates en enfonçant la pointe rolle dans les fentes à peine visibles. Au bout d'1 heure, l'ouverture fut assez grande pour qu'elle pût y pénétrer en rampant.
Mais avant de tenter la mystérieuse aventure, elle sortit à reculant de la crevasse pour examiner les alentours. Personne. Elle inspecta l'horizon, puis elle se glissa dans le trou. Agenouillée, elle alluma d'abord une bougie, puis avança résolument vers la voie du chien. Les 3 boyaux s'élargissaient peu à peu et déboucha soudain dans le vide. Mais la bougie, tendue à bout de bras, éclaira un sol moussu au bas d'une marche. Elle colla sa lumière sur une saillie de la roche, elle appuya ses 2 mains sur la mousse et rampa prudemment pour dégager son corps de l'étroit tunnel. Elle put enfin se mettre debout et reprit la petite flamme. Non, ce n'était pas une cathédrale, mais une sorte de galerie de mine, ornée de chandelles, de pierres rougeâtres. Son chien la précédait et parfois revenait vers elle pour lui dire quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Quand elle eut parcouru une dizaine de mètres, elle entendit un bruit, une sorte de murmure continu qui venait du fond de la galerie. Elle sentait que le sol descendait sous ses pieds par une faible pente. Enfin, la galerie déboucha dans une salle assez basse. Le murmure était plus fort. C'était une chanson tintante et cristalline. Elle s'arrêta, éleva la petite flamme au-dessus de sa tête et vit sur le sol danser une étoile. Comme elle se penchait, un visage monta vers elle, et c'était le sien. Elle était au bord d'une nappe d'eau qui avait bien 10 pas de long. Elle n'était pas profonde, le chien la traversa sans perdre pied. À droite, au pied du mur de roche, un ruisselet tombant d'une fente moussue et plongeait sous la nappe frémissante. À l'autre bout de l'ellipse, un petit tourbillon aspirait l'eau par un trou invisible. C'était l'eau des collines, celle qui aurait pu sauver son père et qui gaspillait sa richesse dans la roche stérile et la nuit souterraine. À la surface, dans la paroi opposée, la galerie plongeait dans la nuit. Elle devait servir de déversoir quand le niveau montait. C'est pourquoi l'eau ne sortait jamais de la grotte. La belle source était restée ignorée des hommes. Elle entra pas à pas dans le miroir glacé des ombres, où tremblaient des reflets inversés des stalactites. Sous ses pieds montèrent de petits nuages sombres. Elle plongea la main jusqu'au fond et en remonta une poignée de sable, presque noir. Elle rampa dans le tunnel jusqu'à la lumière du jour, et sur sa paume grande ouverte, le soleil enfin charitable illumina le sable rouge du bassin de la perdrix. Elle revint le lendemain matin, un couteau-scie pendu à sa ceinture, et portant à la main un petit râteau sans manche. Dans le vallon, elle chercha longtemps une longue branche à peu près droite. On en trouve peu dans ces collines où les arbres poussent en grapène des rameaux noués et bossus. Elle finit par choisir un jeune pin qui, pour surgir d'une haute broussaille, était monté directement à la rencontre de la lumière. Elle les brancha, régularisa les nœuds avec son couteau et réussit à monter sur ce manche le petit râteau qu'elle assujettit avec un clou. Puis elle se glissa dans la grotte secrète et colla 4 bougies sur les saillies de la paroi. L'eau coulait toujours, limpide et musicale. Elle y plongea le râteau et gratta le fond de la flaque. Le nuage rouge monta aussitôt à la surface et s'étendit rapidement. Patiente, elle continua son action pendant plus de 2 heures. Lorsque les dents de fer grincèrent contre la paroche, elle gratta les berges et poussa la poudre rouge dans l'eau. Vers midi, elle sortit enfin au soleil et alla enterrer le râteau sur le gravier d'un ébouli. Puis elle déjeuna sous un pin, entourée de son troupeau. Elle réfléchit aux chances de son expérience. L'homme avait dit que l'eau du bassin rugissait légèrement après les gros orages. Mais combien de temps après? Elle essayait de se rappeler exactement ses paroles, 7 ou 8 heures. Elle ne put se souvenir du nombre exact. Après son déjeuner, elle partit avec ses chèvres vers le bassin. L'eau était parfaitement claire. Devant le tuyau d'arrivée qui sortait du mur à 1 pied de fond, elle pouvait voir un frémissement transparent. Elle explora du regard les environs et s'installa sous l'arbre où l'instituteur s'était assis et ouvrit un livre. Toutes les 10 minutes, elle allait se pencher sur le miroir d'eau, mais l'après-midi, la source resta impitoyablement pure. Elle se pencha vers l'eau glacée, but un long trait comme une chèvre, et lava son visage. Vers 18 heures, pendant qu'elle essayait de se coiffer en se mirant, elle vit jaillir au fond du bassin une fusée rougeâtre qui s'épanouit en volute
monta lentement vers la surface, puis redescendit en tournoyant. En 2 minutes, elle sut que la Providence lui accordait la ruine du Golin et la punition des villageois. Les œillets miraculeux allaient mourir comme les maïs et les courges. Les riches potagers des Bastides sécheraient sur pied en quelques jours. Elle monta sur les barres pour explorer le paysage, puis elle redescendit avec la Nesse dans un petit ravin de Refresquères où le ruissellement des pluies avait laissé une longue traînée d'argile bleue et presque pure. Avec le précieux couteau, elle en découpa des pains, dont elle remplit les poches de la sparterie, et fit 2 voyages vers la grotte. Enfin, elle remonta au plantier et fabriqua un petit sac avec un carré de jute replié et cousu à la façon des savetiers, avec un clou et une double ficelle. Elle le remplit de ciment grumeleux, et sans doute éventé, mais encore capable de durcir dans l'eau. Après le dîner, elle partit sous le clair de lune avec son chien, le petit sac de ciment sur l'épaule. Elle fit asseoir en sentinelle son chien devant l'entrée de la grotte et pénétra dans le tunnel. 4 bougies allumées et ses vêtements noués au-dessus de sa ceinture, elle entra dans l'eau glacée, qui monta jusqu'à ses genoux, poussa le sac de ciment dans l'orifice de sortie et le tassa avec le manche du râteau. Enfin, elle pétrit dans l'eau les pains d'argile et les écrasa sur le sac et la roche qui l'entourait. L'eau montait lentement, et quand elle eut fini son ouvrage, ses mains étaient gourdes et elle ne sentait plus ses jambes. Elle remonta péniblement sur la berge inondée et dut s'accrocher au saillie de la roche pour aller s'asseoir sur la marche du tunnel. Tout en frictionnant ses cuisses glacées, elle vit l'eau miroitante atteindre le seuil de la galerie opposée, le franchir tout à coup et plonger dans la pente. Elle entendit le murmure d'une petite cascade qui emportait dans la nuit l'or du Golin et les récoltes de ses complices. Et elle se dit à mi-voix, « Il y en a que ça fait rigoler. » Elle écouta longtemps ce bruit délicieux, puis elle reprit ses outils, souffla sur la flamme des bougies mourantes et se glissa hors de la grotte. Alors, longuement, elle entassa des pierres devant la crevasse, de crainte qu'un lapin poursuivi par un chasseur ne cherchât refuge dans la grotte, bientôt suivi par un chien, puis par un chasseur. Puis elle remonta au plantier. Le réveil sur la commode marquait minuit. Elle souffla sur la flamme jaune de la lampe, se coucha et refit ses comptes. L'eau cesserait probablement d'arriver au bassin vers 7 heures du matin, mais la source des Romains, qui était un peu plus près de la grotte, serait sans doute tarée plus tôt, tandis que la fontaine du village, alimentée par la provision du bassin, coulerait encore jusqu'à midi et peut-être plus tard. De toute façon, ce serait une grande et belle journée. Il avait tout d'abord eu l'intention d'aller se cacher sous la pinette des romarins pour assister à la surprise et au désespoir du Golin, puis de traverser le village sous prétexte d'une visite au cimetière pour s'assurer de la mort de La Fontaine. Mais elle pensa que ce serait imprudent de s'approcher trop tôt des lieux du désastre, car tous ceux qui étaient au courant du crime qui avait tué son père feraient peut-être un rapprochement qui la désignerait au soupçon. Il valait mieux, pour être informé du résultat, envoyer au village la vieille Baptistine. Épuisée, elle dormit profondément jusqu'au grand jour. Le lendemain, elle chargea Baptistine d'aller chercher des commissions vers 11 heures. Ensuite, qu'elle l'accompagnerait jusqu'au bar de Saint-Esprit avec les chèvres et où elle attendrait jusqu'à son retour.